je suis enseignant à l'École nationale de voile. J'ai eu la chance donc, de devoir confier le pilotage de ce travail de rénovation de la démarche d'enseignement. Je dis que c'est une chance parce que vous avez entendu Yvon Piégelin hier, qui lui, quand il était enseignant à l'école, a beaucoup travaillé aussi sur les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage, et avait formulé un tas de propositions concernant des démarches possibles d'enseignement dans les écoles, mais sans que le partenariat avec la fédération puisse se faire de manière aussi optimale qu'il s'est réalisé, en tout cas de mon point de vue, pendant ces 2 dernières années. C'est une chance parce que c'est une occasion de faire valoir un certain nombre de conceptions actualisées de l'apprentissage, de l'enseignement. Et puis c'est une chance parce que ça m'a permis en particulier de travailler avec les régions, avec les formateurs, avec les enseignants qui œuvrent dans les ligues, et de constater eh bien, que les démarches d'enseignement, telles qu'elles sont vécues, telles qu'elles s'organisent au quotidien dans les structures, sont souvent très éloignées des modèles que l'on définit pour les décrire. Et bon, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'échappe pas à cette règle, de même que ce que l'on dit, que l'on fait n'est pas exactement ce que l'on fait, la manière dont on décrit ce que l'on fait, eh bien, permet un certain nombre d'évolutions, et à partir du moment où on les met en œuvre, elles sont déjà pour partie obsolètes, et je pense que c'est une bonne chose. Ce qui est important, c'est de pouvoir à un moment donné rendre compte de ces évolutions et de proposer des démarches qui ne verrouillent pas l'intervention des acteurs, mais au contraire qui leur ouvrent un champ de possibles toujours plus large. Et c'est une des ambitions de notre démarche. La distinction elle est un petit peu sémantique, mais aujourd'hui on évite de parler d'une méthode d'enseignement, le terme méthode ayant pour nous une connotation un peu, on va dire, coercitive. On parle plus d'une démarche qu'on propose d'adopter, dans laquelle un nombre très important et très différent d'attitudes sont possibles, que ce soit pour les enseignants ou pour les formateurs chargés de la formation initiale et continue des professionnels et des intervenants bénévoles. Alors, personnellement, je ne vais pas trop parler de moi, mais je suis plutôt issu du milieu sportif avec une forte valence entraînement, et mes missions à l'école sont surtout portées sur la formation des entraîneurs, l'accompagnement de certains projets sportifs. C'est pour ça que vous avez une photo d'un championnat du monde de 4-7 en introduction, mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce qu'une ambition forte de cette rénovation de la démarche, c'est d'essayer de mettre en place des passerelles entre des mondes qui cohabitent, mais qui ne se croisent que très peu, et qui ont l'impression, en tout cas avaient le sentiment, d'être sur des logiques radicalement différentes. Il y avait la voile scolaire, avec ses logiques, la voile comme un moyen au service du développement de compétences, de connaissances, de savoir-faire à vocation scolaire. Il y avait le monde de la voile sportive, avec ses logiques d'entraînement qui, semble-t-il, étaient radicalement éloignées des pratiques d'enseignement en école, sans qu'on sache véritablement pourquoi, et surtout comment faire en sorte que l'ensemble de ces activités qui doivent être prises en compte dans le cadre d'une fédération unisport olympique comme l'est la Fédération française de voile puissent à un moment donné, un jour, donc se rejoindre et puis concourir au développement d'une seule et même activité. Alors, on va revenir un peu sur ces aspects. Ce que je vous propose, c'est peut-être 2 temps dans la présentation. C'est de vous présenter peut-être de manière un peu générale les grandes ambitions, les 4 grandes ambitions donc, de cette rénovation. Et puis, dans un deuxième temps, de revenir un petit peu plus précisément sur ce qui change concrètement dans l'activité du moniteur, et peut-être, ce faisant, faire le lien avec un certain nombre de préoccupations qui sont les vôtres, et répondre peut-être à un certain nombre de questions que vous posez sur les relations existantes, possibles à mettre en place, entre une pédagogie initialement dédiée à l'enseignement dans le cadre de l'École française de voile, et des préoccupations d'enseignants, d'organisateurs d'une pratique à vocation scolaire. Alors, les enjeux
au-delà de ceux que je décris, ils sont multiples. Il y a effectivement, et je crois que Richard reviendra là-dessus aujourd'hui ou demain, il y a une relation qui se fait et une synergie à trouver entre des préoccupations pédagogiques et des préoccupations gestionnaires. Et l'entrée qu'on a eue dans ce dossier, elle nous a aussi permis de mener une réflexion sur l'évolution des produits dans les structures. Cette réflexion n'est pas étrangère au fait que la Fédération des industries nautiques était un partenaire du projet de modernisation des clubs et nous avait interpellés à ce sujet. Évidemment, le recrutement de nouveaux licenciés, la formation des cadres, sont des préoccupations qui sont connexes. Le lien avec l'activité scolaire, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, puisque j'espère qu'au cours de mon intervention, on arrivera à montrer les points de recoupement qui existent, et puis Pascal présentera le travail réalisé sur la mallette scolaire. Et puis, bien sûr, donc je vous le disais, le développement et la promotion de l'animation sportive, et notamment la réalisation de passerelles entre l'école de voile et l'école de compétition. Alors donc, les 4 grandes ambitions de la démarche d'enseignement. La première, elle vise à rendre possible le projet de navigation du pratiquant. C'est-à-dire que quelle que soit l'activité que l'on met en place, quel que soit le public que l'on accueille et le contexte dans lequel on accueille ce public, eh bien, force est de constater que le pratiquant, il a toujours un projet. Et que ce projet, il peut être directement lié à l'apprentissage d'une technique. Il peut être un projet éminemment personnel. Mais ça peut être aussi un projet qui est très éloigné de l'apprentissage technique et dans lequel l'activité elle-même n'est qu'un prétexte à découvrir un périmètre de navigation un peu élargi, à partager une activité conviviale avec des amis. Ce projet, il peut être très personnel, mais il peut être aussi partagé avec un groupe, ou alors il peut être le projet d'une institution dans laquelle le pratiquant s'inscrit, et c'est vrai que c'est un petit peu donc le cas dans la situation dans laquelle se trouvent les élèves qui viennent pratiquer une activité scolaire, mais quel que soit le contexte, le projet il existe, et un des premiers de nos premières ambitions était de faire comprendre et de prendre en compte le fait que quelles que soient nos compétences d'enseignants, notre vécu, les ambitions de nos structures, on ne peut pas faire vivre une activité sans prendre en compte et sans négocier un projet de navigation. Donc, les travaux qu'on a menés de manière un peu préalable à l'élaboration de la démarche nous ont amenés à distinguer 3 grands types de projets. Un projet qu'on a appelé plutôt, une famille de projets qu'on a plutôt appelé exploration, qui renvoie à des activités où la voile est manifestement considérée comme un moyen plus que comme une fin en elle-même, un moyen pour découvrir de nouveaux horizons, explorer des périmètres de navigation élargis, un moyen aussi de partager une activité de manière conviviale avec ses proches ou avec des gens que l'on ne connaissait pas avant de venir dans le club ou l'école. Le deuxième grand type de motivation, d'entrée dans l'activité, on l'a regroupé sous le vocable de projet sensation. Ça renvoie à une priorité donnée à l'émotion, à l'impression de vitesse, au déséquilibre, et en fait à l'ensemble des sensations que procure l'activité, même si cela se fait au détriment de l'apprentissage technique. On retrouve là des pratiquants qui ont envie d'être rapidement sur l'eau, des pratiquants qui n'ont pas forcément envie de passer beaucoup de temps à apprendre les fondamentaux, les rudiments de la technique, mais qui veulent très rapidement accéder aux sensations, même si pour cela il y a besoin d'être guidé énormément, et ça débouche sur des formes de pratique souvent très encadrées, avec un guidage, y compris corporel, très, très présent de la part de l'encadrant. Et puis la troisième grande famille de projets, de motivation d'accès à l'activité, on les a regroupés de manière plus ou moins habile, d'ailleurs peut-être sous le vocable performance. Ce sont les projets où là, la technique est non seulement une nécessité, mais elle finalise l'ensemble de l'activité.
Alors, elle ne la finalise pas au sens où elle suffit à décrire les ambitions que mettent les pratiquants dans la réalisation de l'activité. Mais en tout cas, c'est un point de passage obligé pour accéder à son projet. Alors bien sûr, on retrouve sous ces projets performance les projets des gens qui veulent s'inscrire dans une pratique compétitive. Mais pas seulement. On retrouve aussi des gens qui veulent et ont besoin d'apprendre vite pour pouvoir être rapidement autonomes dans un périmètre de navigation plus ou moins élargi, de manière à pouvoir pratiquer seul ou avec leurs proches une activité qui reste une activité technique et qui s'organise dans un environnement, sinon à risque, du moins assez particulier. Donc la première ambition, c'est rendre possible le projet de navigation du pratiquant, et on verra tout à l'heure, si besoin, que s'attacher à faire vivre le projet des pratiquants, c'est en plus un levier puissant pour favoriser son engagement dans l'activité et donc entretenir sa motivation, ce qui n'est pas négligeable dans une stratégie d'enseignement. Alors, la deuxième grande ambition, c'était d'élargir un petit peu les domaines d'intervention du moniteur et, de ce fait, d'élargir un petit peu le panel de savoir-faire, de connaissances et d'attitudes du pratiquant. Alors, vous ne voyez sans doute pas très bien si vous êtes loin, mais on a souhaité baliser la progression du pratiquant dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de la technique. C'est un petit peu le fonds de commerce de l'école de voile. Donc, on a défini 5 niveaux que je vous présenterai ensuite, et pour chacun de ces 5 niveaux, nous avons décliné des savoir-faire, des étapes, en tout cas, de l'apprentissage qui concernent sa progression technique. Mais il nous paraissait essentiel à tous de revenir sur un certain nombre d'autres éléments de la pratique, d'autres éléments qui font partie de la culture de notre activité. C'est d'abord la dimension sécuritaire, et il nous paraissait important d'identifier de manière spécifique les étapes de la progression qui permettaient aux pratiquants, dès les premiers niveaux de pratique, de construire son autonomie et de prendre en charge sa propre sécurité dans un premier temps, puis participer à la sécurisation du périmètre de navigation dans un second temps. Et le troisième domaine que nous avons souhaité inscrire directement dans la progression et dont nous avons souhaité faire un passage incontournable vers la certification des niveaux de pratique, c'est le domaine consacré au sens marin et à l'environnement. C'est un élément fort de notre culture, de la culture de l'activité, qui avait été, de notre point de vue et du point de vue d'une majorité des acteurs, un petit peu délaissé par la méthode des standards, qui partait d'une entrée très centrée sur la technique. Alors, on va retrouver dans ce troisième domaine des éléments qui renvoient plus à la connaissance donc, du milieu marin, et qui doit permettre aux pratiquants de développer un certain nombre d'attitudes, on dirait aujourd'hui éco-responsables, et puis qui inclut aussi des éléments de culture maritime qui participent directement à sa capacité à pratiquer de façon autonome l'activité. Une troisième grande ambition donc, du programme, c'est d'accompagner les progrès du pratiquant. Alors j'ai envie de dire, comme tout le monde, comme nos aînés, c'est de placer le pratiquant au centre de nos préoccupations. Alors, tout le monde, évidemment, hein, tout le monde place le pratiquant, l'élève, au centre de ses préoccupations. Les déterministes plaçaient le pratiquant au centre de leurs préoccupations. Les behavioristes aussi, les constructivistes, n'en parlons pas. Mais prendre en compte, mettre le pratiquant au cœur de ses préoccupations, on est d'accord, c'est dire ce qui finalise notre action d'enseignant, c'est effectivement les transformations attendues du pratiquant. Mais reste que si on considère que l'élève ou le pratiquant est une boîte noire dans laquelle finalement, à laquelle on ne comprend pas grand-chose et puis finalement qu'on ne va pas essayer d'investir, et qu'on ne s'intéresse qu'à la tâche qu'on lui propose et à l'activité qu'il produit sur cette tâche, certes, on s'intéresse aux pratiquants dans la mesure où on postule que
il va y avoir des transformations, et que c'est ces transformations-là qu'on observe. Mais reste qu'on ne se questionne peut-être pas suffisamment sur la nature des transformations qui s'opèrent, et surtout sur les conditions qui favorisent ces transformations. Donc, de manière très générique, et on reviendra peut-être un petit peu plus dans le détail quand je vous préciserai la démarche que l'on propose, sur la manière dont on prend en compte le pratiquant, mais de manière très générale, parmi nos intentions fortes, il y avait la volonté de rendre possible, mais d'inscrire dans les outils d'enseignement la possibilité et la nécessité d'individualiser la progression des élèves, la volonté et la nécessité de valoriser l'expérience de chacun, et y compris l'expérience construite en dehors du cadre strict de l'activité école. Et puis, un élément qui nous paraissait aussi important, c'était de favoriser l'auto-évaluation de l'élève, ou du stagiaire, comme on veut, dans une démarche qui vise la construction progressive de l'autonomie du pratiquant. Donc dès les premiers niveaux de pratique, essayer de proposer une stratégie d'enseignement et des outils pour le pratiquant qui lui permettent progressivement de construire son autonomie en participant à l'évaluation de ses propres capacités. Parce que bien sûr, être autonome, surtout dans une activité comme la nôtre, ça ne peut pas être maîtriser l'ensemble des paramètres de l'activité pour être certain de pouvoir faire face à toutes les situations. Ça n'existe pas, quel que soit son niveau de pratique. Par contre, le pratiquant autonome, c'est celui qui sait, ici et maintenant, dire si, oui ou non, il peut prendre la mer, et à quelles conditions il a des chances de revenir sain et sauf. Alors, la quatrième grande ambition de la démarche, c'est de certifier de véritables niveaux d'autonomie. C'est-à-dire que dans la démarche des standards, les niveaux, ils renvoyaient pas vraiment à des compétences techniques, ils renvoyaient à une capacité à réaliser un certain nombre de trajectoires, et on postulait qu'un certain nombre quand on avait développé un certain nombre de savoir-faire qui nous permettaient de réaliser ces trajectoires, on pouvait valider un niveau, une couleur, etc. Mais souvent, ce qui se passait, c'est que les pratiquants, ils revenaient à la fin du stage vers le moniteur en disant « Bon, ok, j'ai le niveau jaune, j'ai le niveau orange, mais concrètement, est-ce que je peux emmener maman faire un tour en 420? Est-ce que je peux louer un bateau ?» Et finalement, on se rendait compte du décalage qui existait entre des niveaux décrits de manière assez formelle, pourtant qui se voulaient et qui étaient centrés sur la définition d'un niveau technique, et puis les compétences, voire les prérogatives que souhaitaient obtenir les stagiaires dans les écoles. Donc notre ambition, c'était de distinguer les savoir-faire, les attitudes, les connaissances à acquérir ou à développer dans son parcours de formation, des niveaux que l'on certifiait et qui devaient, de notre point de vue, attester de compétences qui résonnent comme de véritables prérogatives pour le pratiquant, même si, bien sûr, il n'y a aucune dimension réglementaire à nos travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez le niveau 3 que il n'y a aucun texte de loi qui vous impose un niveau technique pour aller pratiquer l'activité, louer un bateau, etc. Pour le moment, en tout cas. Parce que, notamment au niveau européen, les débats sont en cours et le spectre du permis voile, il ressurgit régulièrement. Mais c'est une autre histoire. Donc alors, nous avons donc défini 5 niveaux d'autonomie qui, pour aller rapidement, témoignent de la capacité du stagiaire, de l'élève, à élargir progressivement son périmètre de navigation et à s'affranchir progressivement de la supervision de l'encadrement. Alors, on part d'un niveau 1, où on se déplace à la voile sur un trajet qui est à la fois choisi et encadré par le moniteur. Donc là, les prérogatives, elles sont réduites à leur plus simple expression. C'est-à-dire que l'élève, il va où on lui dit d'aller, et il n'y va surtout pas tout seul. Jusqu'à un niveau 5, qui est naviguer de façon performante et responsable, et derrière cet intitulé,
on certifie le niveau à un pratiquant qui est non seulement capable d'aller partout dans des conditions, dans l'ensemble des conditions normales de navigation, mais qui est capable de se responsabiliser non seulement vis-à-vis de lui-même, de son équipage, mais vis-à-vis des pratiquants qui l'entourent. Le niveau de pleine autonomie étant atteint au niveau 4, où le pratiquant est capable de naviguer seul, sans encadrement, et de choisir lui-même sa zone de pratique. C'est-à-dire qu'il peut s'affranchir des limites imposées par le périmètre de navigation de la structure dans laquelle il évolue. Alors peut-être pour faire un petit peu le lien avec les niveaux des pratiquants qui sont majoritairement accueillis dans le cadre de l'activité scolaire, on peut zoomer un petit peu sur les 2 premiers niveaux d'autonomie pour vous donner une idée de la construction un peu générale du dispositif de certification. Donc sur notre premier niveau, on va retrouver ce que peut-être certains parmi vous appelleraient une macro-compétence, qui est la compétence de marin, on va dire. Donc en l'occurrence, au niveau 1, se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par le moniteur. Et on va retrouver pour chacun des 3 domaines que je vous présentais tout à l'heure, technique, sécurité, sens marin, environnement, eh bien, les capacités clés qui résument un petit peu l'ensemble des étapes techniques, sécuritaires et environnementales qui sont décrites dans la carte de progression qui présente, elle, de manière exhaustive, l'ensemble des étapes. Donc en l'occurrence, au niveau technique, au niveau 1, il faut savoir avancer avec l'aide d'une voile et se diriger en utilisant la barre ou le gréement en planche à voile. Au niveau sécurité, on applique les consignes de sécurité qui sont énoncées par le moniteur. C'est clair, le niveau d'autonomie est directement placé. Et puis, au niveau environnemental, on respecte l'environnement. C'est-à-dire que là, on n'est pas censé connaître forcément les règles de préservation, les espèces sensibles, mais au moins, on applique les consignes. Donc, effectivement, on voit que là, on est sur le tout début du parcours de la construction de l'autonomie. Le niveau 2, déjà, on explore l'ensemble du plan d'eau, c'est-à-dire qu'on est capable d'atteindre tout point du plan d'eau sur un trajet qui reste choisi et encadré par le moniteur. Ce qui veut dire, sur le plan technique, qu'on est capable de naviguer à toutes les allures. Donc la grande différence entre le premier et le deuxième niveau, c'est la capacité que l'on a à atteindre un point qui est situé dans l'axe du vent. Au niveau sécurité, on est capable de connaître et de respecter les procédures et les manœuvres de sécurité fondamentales. Et au niveau sens marin et environnement, on est capable de percevoir les éléments de l'environnement qui influent directement sur sa pratique. C'est-à-dire qu'au niveau 2, l'élève, il est capable de dire si la mer monte ou si elle descend. Et le cas échéant, s'il y a du courant, il est capable d'évaluer, de mesurer à un moment donné la force du vent avec les outils qu'on lui met à disposition, etc. C'est-à-dire que dès le niveau 2, il commence à participer à la sécurisation de sa propre activité, mais plus simplement, il est capable de commencer à participer à l'élaboration des choix de trajectoire. Donc alors, pour détailler un petit peu la démarche d'enseignement et voir, peut-être non pas par opposition, mais en décrivant la démarche, peut-être voir un petit peu ce qui peut changer dans le fonctionnement, dans le travail du moniteur au quotidien. La première ambition que l'on a pour le moniteur, c'est qu'on veut qu'il soit capable de mettre en place des situations qui, dans un premier temps, déjà, donnent corps, donnent vie au projet de navigation négocié avec le pratiquant. C'est-à-dire que, par comparaison peut-être avec la méthode des standards, l'idée, ça n'est pas d'accumuler un nombre important d'exercices en fonction du niveau et de les faire se succéder au fur et à mesure que le pratiquant réalise l'exercice proposé. Mais la première ambition, c'est de mettre en place une situation qui va permettre aux pratiquants de s'engager dans une activité de navigation qui peu ou prou renvoie à ses attentes, à ses représentations initiales. Alors bien sûr,
Hein, tout le monde, tout un chacun, avant même d'avoir mis les pieds au bord de l'eau, a une idée de ce qu'est la voile. Il y en a pour certains, c'est la course au large, pour d'autres, c'est les champions olympiques, pour d'autres, c'est des planchistes qui font des loopings devant la plage. Bon, c'est pas pour autant que d'emblée, évidemment, le pratiquant débutant, il va être confronté, il va vivre quelque chose qui renvoie explicitement à son image de référence. Mais, par contre, il est important de mettre en place des stratégies, des artifices pédagogiques qui permettent de faire ressentir aux pratiquants que quand même l'activité qu'il vient pratiquer, c'est bien l'activité qui a une chance de le mener vers son projet et de le rapprocher de ses représentations personnelles. Ce projet personnel, il est négocié, il est partagé avec le projet du reste du groupe, quand on navigue en groupe, il est partagé avec le projet du moniteur lui-même, qui a ses propres stratégies et ses propres ambitions, sa propre entrée dans l'activité, et bien sûr, et on l'espère, il est partagé avec le projet de l'institution de référence. Alors, dans le cadre de l'école française de voile, l'institution, c'est le club. Mais dans le cadre de la voile scolaire, c'est le projet de l'enseignant, c'est le projet de l'école, de la classe. Et l'idée, là encore, enfin, je le redis, personnellement, je n'ai jamais vu, mais je vois encore moins de scission, de barrage, de différence majeure à introduire entre une activité qui est une activité de pratique individuelle dans un cadre loisir, et une activité qui s'opère dans un cadre scolaire, que ce soit classe de mer, voile scolaire, etc., dans la mesure où, comme je le disais en introduction, il y a toujours nécessité à identifier et tenter de s'engager dans un projet de navigation qui reste un projet négocié entre des acteurs qui sont souvent de nature différente et qui ont des préoccupations souvent de nature différente. La situation de navigation, elle doit permettre aux pratiquants de mobiliser les compétences qu'il a construites antérieurement. C'est-à-dire que l'intelligence de la situation, elle réside bien sûr dans le fait qu'elle entretient la motivation des pratiquants, mais elle réside aussi dans sa capacité à solliciter le pratiquant, à solliciter alors ses connaissances, ses savoir-faire, ses compétences, etc. Et puis bien sûr, elle réside aussi dans la capacité qu'aura le moniteur à proposer dans le cadre de cette situation d'animation des obstacles qui sont spécifiques au niveau que l'on vise à la sortie de la situation ou à la sortie du stage. Donc un déplacement, hein, je vous disais, on ne cherche pas, on ne demande pas au moniteur de cumuler et de compiler des exercices hein, qui vont se succéder au fur et à mesure que les élèves réalisent la tâche qu'on leur a proposée. Et là encore, sans forcément se questionner sur les stratégies qu'ils mettent en œuvre, sur les compétences qu'ils développent au cours de ces situations, mais dans un premier temps, mettre en place des situations qui trouvent du sens pour les pratiquants. Promouvoir une autre forme de prise en compte de l'activité du pratiquant. C'est là peut-être que se trouve ce que Sylvie n'osait pas tout à l'heure appeler comme une rupture, mais s'il y a une rupture à un moment donné entre la méthode des standards et la démarche que l'on propose, elle se situerait à ce niveau-là. Bien sûr, je le disais, tout le monde prend en compte l'activité du pratiquant. Et dans les théories behavioristes et leur déclinaison dans l'enseignement au travers notamment de la pédagogie par objectif, eh bien, elles sont finalisées par l'activité de l'élève, par l'activité du pratiquant. Mais néanmoins, à un moment donné, le postulat, c'est de dire ce qui se passe chez l'élève, c'est éminemment complexe et surtout, on y a très peu accès. Donc, la stratégie des behavioristes, c'était de dire ce qui est important, c'est de définir une situation, un stimulus, hein, en termes de laboratoire, qui va permettre au sujet de produire une réponse adaptée. Et en fait, l'intervention en enseignement, l'intervention de l'enseignant, elle vise à comparer la réponse produite avec la réponse attendue au regard du stimulus que l'on propose. Alors, l'intérêt de démarches de ce type, il est loin d'être nul. On sortait, à l'époque où ces démarches ont été mises en place, on sortait d'une période où
de manière un peu caricaturale, et là je le redis, hein, c'est pas les pratiques d'enseignement qui étaient à mettre en cause, mais c'était la manière dont on les modélisait. On avait tendance à penser que l'élève qui ne réussissait pas dans l'activité, c'était soit qui ne faisait pas ce qu'il fallait pour y arriver, soit qui n'était pas doué, il fallait mieux peut-être qu'il fasse autre chose. C'est un peu caricatural, mais en tout cas, ce qui l'est moins, c'est l'apport de la pédagogie par objectif, l'apport des théories behavioristes, qui a permis de responsabiliser de manière peut-être d'ailleurs un peu trop extrême l'enseignant dans le parcours de son élève. C'est l'époque où on disait, vous savez, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs, etc. Bon, heureusement pour nous, il n'y a pas que des mauvais professeurs, il y a aussi des mauvais élèves, ça nous rassure. Mais en tout cas, c'est vrai que l'apport de ces méthodes, c'était de responsabiliser l'enseignant dans la définition des situations d'enseignement. En disant, l'apprentissage de mon élève, il repose essentiellement sur la qualité de ma situation d'enseignement. De grosse pression. Mais les limites de ces conceptions, ben, c'est de se dire que si je me borne à mesurer l'écart qui existe entre la tâche que je propose et le résultat que j'observe, mais je ne sais rien et je ne dis rien de ce qu'a mobilisé le pratiquant pour réaliser la tâche s'il la réalise. Je ne dis rien de ce qu'il a construit comme représentation, comme connaissance, comme aptitude pour y parvenir. Et du coup, je suis condamné, et c'était un petit peu le fonctionnement de la méthode des standards, s'il réussit, la seule intervention possible, c'est de lui proposer une tâche plus difficile, la tâche suivante dans la progression vers le niveau qu'il vise. S'il ne réussit pas, eh bien, je suis condamné à avoir un répertoire d'exercices, un répertoire de situations un petit peu moins difficiles qui vont constituer autant de marchepieds vers la tâche que je souhaiterais qu'il réalise. Mais là encore, avec une interrogation, certes, est-ce que son problème, est-ce qu'il est plutôt affectif? Est-ce qu'il est plutôt cognitif? Est-ce qu'il ne comprend pas? Est-ce qu'il est plutôt moteur? Mais ma stratégie d'intervention, du fait qu'elle repose sur la conception que seule la qualité de la situation va permettre un apprentissage de qualité, eh bien ça condamne l'enseignant à intervenir et raisonner en termes de mise en place de situations de réchappe. Alors du coup, on avait une hiérarchie très explicite dans les modalités d'intervention du moniteur. Puisque c'est la qualité de la situation d'enseignement qui prime, alors je dois intervenir essentiellement en délivrant des consignes qu'on appelait des consignes de but, des consignes d'objectif. Je délivre un objectif à mon pratiquant. Et normalement, si ma situation est bien mise en place, il doit y arriver. S'il n'y arrive pas, alors je reformule l'objectif. Peut-être que je m'y suis mal pris, ou peut-être qu'il n'a pas bien compris. Alors je reformule. Puis s'il n'y arrive toujours pas, je lui donne un repère pour fonctionner sur un petit indice, pour fonctionner sur la tâche. Et puis s'il n'y arrive toujours pas, eh bien, à un moment donné, je vais lui donner une consigne d'action pour le mettre un peu sur la voie. Mais là, je ne suis pas bon. Je suis pas bon parce que finalement, je témoigne du fait que ma situation n'est pas adaptée. Il y a un décalage qui est trop important. Puis s'il n'y arrive vraiment pas, à un moment donné, je monte sur le bateau avec lui ou sur la planche, puis je lui fais une démonstration. Mais là, je suis carrément mauvais parce que si je fais ça, je prive le pratiquant de sa propre pratique. Or, évidemment, je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus si vous le souhaitez, mais évidemment, on ne peut pas faire reposer l'apprentissage essentiellement sur la situation. On sait tous que quel que soit ce que fait le pratiquant, les stratégies qu'il met en œuvre pour y arriver peuvent être très différentes. Et ce que l'on fait ne témoigne pas de ce que l'on sait faire forcément, ou de ce que l'on saura faire dans une autre situation. Alors, ce que l'on propose, c'est pour prendre en compte le pratiquant, pour véritablement le placer au cœur du dispositif d'enseignement. Donc ce n'est pas simplement de comparer le résultat de ses actions avec l'objectif qu'on lui a désigné, mais c'est de prendre en compte le sens déjà que lui-même donne à sa propre activité. Ses objectifs personnels sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien que quelle que soit la tâche
que l'on propose à un élève, cette tâche, il va la redéfinir. Pas forcément parce qu'il ne s'intéresse pas au projet qu'on lui propose, pas simplement parce qu'il a envie, de faire son chemin tout seul, non, mais simplement parce qu'à partir de l'objectif qui lui est assigné, et compte tenu des ressources qu'il pense être capable de mobiliser, mais lui, il va redéfinir la tâche, peut-être de manière inconsciente d'ailleurs, ou peut-être de manière consciente, parce que dans l'activité qui lui est proposée, certains éléments l'attirent plus que d'autres. Et donc, à un moment donné, si on ne se questionne pas sur la manière dont a redéfini la tâche l'élève, on va continuer à comparer son activité avec quelque chose que l'on attend, mais ce sur quoi l'élève travaille, ce n'est pas forcément sur la tâche qu'on lui a proposée, c'est sur la tâche telle que lui l'a redéfinie. Donc, si notre préoccupation, ce n'est pas tant la rigueur de notre dispositif d'enseignement, mais ce sont les stratégies que mettent en œuvre les élèves pour apprendre, pour comprendre, pour progresser dans l'activité, alors il faut s'attacher à investir le sens que le pratiquant donne à son activité, ses objectifs personnels, et puis ensuite se questionner sur concrètement les habiletés qui mobilisent pour réaliser la tâche. Hein, j'ai coutume de donner un exemple qui est un exemple classique d'école de voile. Quand on a des élèves qui se suivent, hein, donc, qui naviguent et qu'on fait slalomer au vent de travers en suivant le moniteur, ou vers une bouée, peu importe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ça depuis le quai ou vue d'avion, on voit nos bateaux qui tous slalom au vent de travers. Donc, si au regard des attendus de la méthode des standards, on se dit, bon, ben, la compétence, elle est acquise. Le standard X est acquis, donc je passe au standard suivant. Mais si on s'intéresse réellement au processus que met en œuvre le pratiquant, eh bien là, on va se poser la question, parce que peut-être le premier, celui qui est devant, et s'il a le moniteur devant lui, il voit que le moniteur pousse la barre de son moteur ou la tire, et bien à ce moment-là, il se borne à répéter ce que fait le moniteur. Il voit que ça marche. Quand le moniteur pousse la barre, eh ben, je pousse la barre. Et quand le moniteur tire la barre, je pousse la barre. Et sans doute qu'en faisant cela, il construit des repères, il construit des sensations. Mais on ne peut pas forcément considérer qu'il saura seul slalomer au vent de travers et remobiliser ces compétences-là de manière suffisante pour réaliser la trajectoire de manière autonome. Peut-être que le deuxième, lui, il voit successivement le bateau du moniteur et le bateau qui est devant lui, hein, en fonction de sa position. Donc, lui, il a un alignement, il a quelque chose à comparer. Et donc, pour réaliser la tâche, il commence à mobiliser et à construire et à affiner ses repères d'alignement. Et il voit que quand il tire la barre, à ce moment-là, hop, il revoit le bateau du moniteur, mais le bateau qui est devant lui s'écarte. Alors il repousse la barre. Et donc, lui, il est en train de construire ses repères d'alignement. Puis peut-être que celui qui est derrière, lui, son souci principal, c'est de ne pas se faire larguer par les autres. Et donc, il a vu que quand il poussait un peu trop la barre, le bateau ralentissait et que le bateau qui était devant, il s'écartait. Et que quand il retirait la barre, et bien à ce moment-là, l'écart revenait. Lui aussi, slalom au vent de travers. Mais il est en train de construire d'autres repères sur la barre et sa relation avec la propulsion. Et on peut décliner comme ça, à l'envi, les stratégies motrices, les représentations qui, à ce moment-là, sont à l'œuvre et les habiletés qui se construisent. Mais en tout cas, l'enjeu, si on veut placer le pratiquant au centre de ses préoccupations, il n'est pas tant dans la comparaison de la trajectoire qui est réalisée par rapport à la trajectoire attendue, qui est nécessaire. Il est bien plus dans la compréhension des stratégies motrices, cognitives, qui sont à l'œuvre chez le pratiquant. Voilà, et ça doit nous conduire à diversifier les modes d'intervention. C'est-à-dire que là, l'enjeu, il n'est pas tant de hiérarchiser ces interventions, en disant, bon ben voilà, l'idéal, c'est si le pratiquant, il arrive tout seul à vivre la situation. Je lui ai donné l'objectif, puis ça y est, ça fonctionne, il se l'approprie, etc. Oui, c'est bien. Dans certains cas, c'est bien. Dans d'autres cas, c'est contre-productif. Et la méthode des standards, de ce point de vue-là, elle posait une difficulté énorme aux moniteurs débutants. C'était une méthode qui était, enfin, j'ai tendance à la qualifier de contre-intuitive. C'est-à-dire que le moniteur,
il voyait ces pratiquants en difficulté, mais il voyait bien ce qu'il fallait faire, mais il ne fallait surtout pas qu'ils le disent, parce que ce qui était important, c'est que les stagiaires, ils arrivent à s'approprier la situation et à franchir seul l'obstacle qui leur était proposé. Et c'était là-dessus que reposait la capacité à certifier le niveau. J'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que si à un moment donné, le pratiquant il est face à un obstacle, et que l'on pense que le fait de l'aider à résoudre cet obstacle va lui donner accès à des sensations nouvelles, à des repères kinesthésiques, à des questionnements, à susciter une analyse réflexive de sa part, eh bien on dit banco. Peut-être que ce n'est pas la stratégie idéale, peut-être que ça l'est, mais en tout cas, surtout, ce que l'on voudrait, c'est que le moniteur il soit capable de diversifier ses modes d'intervention sans forcément les hiérarchiser. Si vous avez 5 stagiaires, il y en a peut-être un qui comprend mieux, effectivement, en se débrouillant, en essayant, en ratant, en recommençant, et puis par ce que les piagétiens appellent un processus d'assimilation-accommodation, progressivement, il crée un couplage avec son environnement et il développe des attitudes adaptées. Ok, très bien. Mais peut-être que parmi vos 5, vous en avez un autre qui, lui, eh bien, il comprend mieux en voyant ce qu'il faut faire. Ouais, une fois qu'il a une image de référence qui est adaptée à son niveau, etc., ben, c'est quelque chose qui vient comme un filtre et qui conditionne ses stratégies motrices personnelles. Et puis peut-être qu'il y en a un autre qui comprend mieux quand on lui explique, quand il sait réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mobiliser pour réaliser la tâche, etc. Et puis peut-être qu'un jour, il y en a un qui est sur une habileté, face à une difficulté particulière, et ben peut-être que tout un chacun, un jour, on est plutôt visuel et on a plutôt besoin de voir, on est plutôt cognitif, on a plutôt besoin de comprendre, etc. Et donc il ne faut surtout pas s'interdire de diversifier ces modes d'intervention. L'idée, et c'est quelque chose qu'on essaie de marteler dans les formations, l'idée c'est pas forcément de tomber juste à chaque fois, hein, mais d'être capable de recourir de manière pas simultanée, mais bien sûr, mais successive à différents modes d'intervention. Juste rapidement un point sur l'actualité de ce travail. Donc la démarche d'enseignement s'est généralisée dans l'ensemble des écoles labellisées de la fédération en 2005. Donc l'été 2006 était la deuxième année de fonctionnement. Elle s'est répandue, j'ai envie de dire, au-delà des clubs et écoles de la fédération, hein, puisque l'UCPA également est en train de travailler à l'inscription de la démarche d'enseignement fédéral dans ses contenus de formation. Le Club Méditerranée est aussi intéressé pour ses clients qui en ont assez de bronzer idiot. Et donc, hein, la diffusion de la démarche d'enseignement est en route. Alors, les outils de la démarche, les livrets du pratiquant, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont dans leur club, j'ai mis une version chinoise, parce que ça fait un peu exotique. C'est aussi parce que je n'avais pas le PDF de la version française. Donc il y a les livrets du pratiquant, dans lesquels on distingue la carte de progression qui balise les étapes, hein, dont je vous ai parlé, sur les 3 domaines, technique, sécurité, environnement. Et puis un deuxième document qui est le livret de certification, qui lui est le contrat de certification entre l'enseignant et son élève, et dans lequel on retrouve aussi la validation de l'expérience. Et je le redis, expérience acquise dans le cadre de l'activité école de voile, mais aussi en dehors de ce cadre-là. Donc des outils du pratiquant, des documents explicatifs donc, à l'usage des moniteurs et des formateurs. On a réalisé 3 documents en 3 volets synthétiques. Un qui présente la démarche d'enseignement, un deuxième qui donne des conseils pour l'animation autour des 3 familles de projets que j'évoquais avec vous et en fonction des 5 niveaux de pratique. Et puis un document questions-réponses
qui reprend les principales questions qui nous ont été posées au cours de notre tour de France des régions et qui tente d'apporter des réponses synthétiques. Donc des documents explicatifs, des affiches, alors qui sont pour certaines déjà réalisées, d'autres en cours d'élaboration, et puis un DVD donc, qui a été réalisé donc, entre l'été 2005 et l'été 2006, qui est destiné lui aussi à la formation initiale et continue des moniteurs, mais aussi des entraîneurs de club. On a des retours assez un peu surprenants mais sympathiques des entraîneurs nationaux qui l'utilisent avec leurs coureurs. Et puis un outil qui est aussi à destination du pratiquant via son moniteur. C'est-à-dire qu'on distingue deux grandes parties dans ce DVD. Une partie qui explique, commente, illustre la démarche d'enseignement, donc partie qui est éminemment dédiée à la formation initiale et continue des moniteurs, et une partie qui reprend un certain nombre de fondamentaux de notre activité, réunis sous des rubriques, la météo, la théorie fondamentale, l'environnement, etc. Et donc il a fait appel à des témoignages d'experts et des modélisations 3D en quantité. Voilà, donc pour finir, donc, nos objectifs pour la fin 2006-2007, la réalisation d'un manuel à destination des moniteurs et des formateurs, l'accompagnement de la démarche au niveau national, toujours au niveau international, puisque cette semaine, il y a une présentation qui est faite à Helsinki dans le cadre de l'annual meeting de notre fédération internationale. L'ingénierie de la formation fédérale, parce qu'évidemment, on ne peut pas dissocier la réflexion sur l'enseignement et la réflexion sur la formation. Donc l'enjeu étant d'inscrire les modifications de la démarche d'enseignement dans le parcours de formation, mais l'enjeu étant aussi de prendre en compte et de faire vivre ces conceptions actualisées que l'on a de l'apprentissage dans le cadre de nos formations. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de s'appliquer à nous-mêmes formateurs ce que l'on aimerait que les moniteurs appliquent dans les structures. Et puis, bien sûr, le lien avec la voile scolaire et avec l'animation sportive, notamment au travers d'un programme national de repérage des jeunes talents dans les structures qui va, pour partie, s'appuyer sur les travaux que je vous ai présentés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si toutefois nous avons le temps.